Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 5e Espresso, dont vous commencez un petit peu à connaître la formule. Aujourd'hui, donc, vous allez rencontrer Romain Pigeot pour les éditions Totem, basé en Côte d'Or, Alain Mandel pour les éditions de Sequoia, basé dans le Doubs à Besançon, et donc Christophe Girard pour PVH Éditions, basé en Haute-Saône. Donc 10 minutes chacun pour parler de votre maison, de votre aventure éditoriale, de vos publications. Et donc, le dernier quart d'heure réservé aux questions-réponses. Donc, voilà, je le dis aux personnes qui écoutent. Vous pouvez évidemment envoyer un petit mot sur le chat. Et puis, sinon, à partir donc, de 10h, 10h05 à peu près, vous pourrez intervenir de vive voix si vous voulez poser des questions aux trois éditeurs. Je laisse tout de suite la parole donc, à Romain Pigeot, les éditions Totem, qui ouvre le bal aujourd'hui. Romain, à vous, bonjour. Bonjour à tous, j'ouvre le bal. Je représente les éditions Totem, qui est une petite maison d'édition créée en 2017 et qui est basée à Mirebeau-sur-Bèze, donc à quelques kilomètres, à 20 kilomètres de Dijon. Alors, moi je suis docteur en archéologie et ma spécialité, donc, c'est la préhistoire. Alors, nous, avec notre équipe, avec nos associés, ce qu'on veut, c'est médiatiser la recherche en archéologie, en histoire et aussi en ethnologie. Alors, on a plusieurs volets. D'abord, un volet patrimonial avec le musée de Solutré. Nous venons de rééditer le premier roman préhistorique paru en 1872, avant la guerre du feu. Ce roman que vous connaissez bien, puisqu'il a donné lieu à la création de ce mythe moderne de la chasse à l'abîme où les hommes préhistoriques auraient précipité les troupeaux de chevaux depuis la falaise de Solutré, ce qui est faux, l'archéologie l'a démontré, mais l'histoire est souvent plus belle que la réalité et tout le monde croit encore à ça, on l'a tous appris à l'école. En tout cas, voilà le premier roman réédité avec justement de très belles illustrations d'Éric Lebrun et un commentaire critique de préhistorien pour dire quel est l'état de la recherche aujourd'hui. Ensuite, par rapport au niveau local, on a édité un auteur dijonnais, Madame Carole Reynaud-Paligot, qui a voulu mettre à la disposition du jeune public le parcours de Flora Tristan, une militante féministe bien connue, ancienne femme battue, qui a fait un tour de France pour défendre la cause féminine. Et c'est important de pouvoir le présenter, c'est accessible aux collégiennes, leur montrer que tout n'est pas fini et que les acquis peuvent être retirés et qu'il faut pouvoir se battre. Voilà, Carole Reynaud-Paligot est une sociologue qui travaille également à Paris et donc je trouve que c'est un très beau livre militant qu'il faut parcourir. Au niveau jeunesse, nous avons encore Ticaillou, qui est une petite bande dessinée faite par deux auteurs nantais, Éric Lebrun et Priscille Mailleux. Alors, c'est sans parole, c'est dès 4 ans. Il y avait 3 tomes qui ont eu beaucoup de succès, qui sont épuisés maintenant, et donc on a décidé de rééditer l'intégrale avec un petit encart, une interview des auteurs qui explique comment ils ont travaillé. C'est important pour moi, cette bande dessinée, parce que les deux auteurs sont très au fait de toute la recherche archéologique et tout ce qui est dans le livre est scientifiquement valable. C'est-à-dire, on voit à un moment donné, on voit un petit Ticaillou en train de tresser une corde, en train de pêcher, en train de chasser, de dessiner. Tout ça est très cohérent et tout à fait validé, ce qui prouve qu'on peut faire de la bonne vulgarisation à destination de la jeunesse sans caricature et sans simplification. Par rapport à ça également, nous avons toute une série de petits romans jeunesse, de petits romans d'aventure, où deux jeunes enfants, un garçon et une fille, remontent le temps pour aider les enfants du passé. Donc, on a la préhistoire, le Moyen-Âge médiéval et la France gallo-romaine. Nous avons les Gaulois en préparation, avec Sophie Mervaux, qui est un auteur maintenant bien connu chez Plon, qui a édité notamment le choc de Carnac, des petits romans policiers qui sont plus à destination des adultes. D'ailleurs, nous avons une autre grande signature qui est Pierre Gemme, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit beaucoup de livres pour enfants, notamment chez Flammarion, chez Castor Poche.
Et là, c'est un de ses premiers romans que nous avons réédité. C'est l'histoire d'un petit indigène d'Amazonie qui se retrouve à New York à lutter contre les trafiquants d'animaux. Ça rappelle un peu les romans d'Erich Kästner, ceux qu'on lisait quand on était petit. Vous vous souvenez, ces petits romans d'aventure. Et c'est pas difficile à lire. Il n'y a pas d'image, je précise, mais c'est assez sympathique parce que justement, on retrouve déjà le style de Pierre Gemme, très vif, très virevoltant. Alors, par rapport à notre mission, on va dire, notre mission de vulgarisation, de médiatisation, nous avons édité aussi un dictionnaire des figures mythologiques dans les fables de La Fontaine. C'est-à-dire que là, souvent, on s'intéresse aux figures animales, mais on oublie qu'il y a beaucoup de personnages mythologiques. Et donc, à l'occasion de l'année La Fontaine, on a été labellisé, eh bien, donc, et on a été aidé également par le conseil régional, eh bien, le public peut donc essayer de mieux comprendre les fables de La Fontaine, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis enseignant, je suis professeur de français également, on a un problème avec les jeunes générations, c'est que l'évolution du vocabulaire fait que ça devient de plus en plus difficile d'enseigner La Fontaine, d'enseigner Molière, d'enseigner Racine, Corneille, des gros problèmes de lexique et de vocabulaire par rapport à la jeune génération. Et là, c'est une bonne porte d'entrée parce que justement, ça leur permet de comprendre toutes les allusions que La Fontaine fait dans ses poésies. C'est vrai que moi, j'ai mes sixièmes, là, je vais commencer les fables de La Fontaine après les vacances de février. Ça va être un gros challenge. Et alors, par rapport à la vulgarisation, on a aussi fait des titres plus spécifiquement en rapport avec la préhistoire, notamment un livre sur la scène du puits de Lascaux, qui résume toutes les interprétations données sur cette figure très célèbre. L'auteur est Jean-Louis Lequelec, que vous connaissez peut-être, on le voit partout dans les journaux en ce moment. Il a écrit un livre aux éditions La Découverte sur la caverne originelle. Et donc ici, c'est ce livre, donc c'est la 3e édition, réactualisée, augmentée, parce que les bêtises s'accumulent chaque année. C'est parce que c'est une figure qui est tellement, qui est rentrée dans la pop culture, que maintenant tout le monde a un avis sur cette figure, et Jean-Louis Lequelec est là pour remettre un peu d'ordre et nous montrer ce qu'on peut savoir et ce qu'on ne peut pas savoir. Denis Taux, lui, travaille sur la licorne, cette autre célèbre figure qui a fait rêver beaucoup de monde. Et donc là aussi, c'est pareil, il nous montre ce qu'on peut savoir réellement sur cette figure, parce que je pense que l'imaginaire a besoin aussi d'un bon appui dans le réel. Voilà, pour continuer, on a aussi des romans historiques. Romans historiques, notamment un roman qui est en 3 tomes, c'est l'aventure d'un Spartiolus, c'est-à-dire un garde civil romain, ceux qui, la nuit, surveillaient les habitations et prévenaient les incendies. Et c'est le prétexte à plein d'aventures, puisque, évidemment, Rome la nuit, on peut y croiser Tibère, on peut y croiser le jeune Caligula, mais aussi d'autres personnes plus sombres. Et donc voilà, donc il y a 3 tomes. Voilà le dernier tome qui est paru l'année dernière, toujours aidé par le conseil régional, que je remercie ici parce qu'il nous suit dans nos publications. Et donc, je pense que c'est très intéressant parce que François Gilbert dirige une entreprise de reconstitution, il dirige une légion romaine, il fait beaucoup d'animations sur le territoire, notamment à Alésia, chaque année il est à Alésia, et non seulement il s'y connaît, mais il sait écrire. Parce que souvent, le problème de ce genre de roman, c'est que l'auteur veut nous donner un cours, et ce qui fait qu'on s'ennuie. Tout le monde n'est pas Alexandre Dumas. Alors, François Gilbert, justement, n'est pas Alexandre Dumas, mais est un bon héritier d'Alexandre Dumas, puisqu'il sait nous divertir tout en nous rendant plus intelligents et plus cultivés sans qu'on s'en aperçoive, ce qui est la meilleure façon d'apprendre. Voilà, 2 autres romans historiques. La Vénus d'Albâtre, qui se passe à l'époque de Caracalla, vous savez, cet empereur tellement sympathique, hein, qui a tué son frère dans les bras de sa mère, etc. Mais là, ce n'est pas ça dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle un road movie, c'est-à-dire c'est un jeune bibliothécaire, on va dire, qui va se promener dans l'Empire romain à une époque charnière, c'est-à-dire c'est la fin du paganisme, l'apparition du christianisme, un changement de culture et de civilisation. Et là aussi, c'est pareil, donc on peut
découvrir l'Antiquité par un autre biais. Le biais qui est aussi celui des Celtes, avec l'or maudit de Tolosa. Vous connaissez peut-être tous la légende de l'or maudit de Toulouse, qui est l'or venu de Grèce, rapporté par les Celtes, capturé par les Romains avec toutes ces morts mystérieuses. Ce n'est pas Toutankhamon, mais c'est une autre malédiction célèbre de la littérature. Et donc là, l'auteur, dans ce premier tome, il y aura 2 tomes prévus, donc donne l'origine de cet or qui provient du pillage du temple de Delphes, donc un or sacrilège, que donc les Celtes, dirigés par Branos, vont rapporter jusque dans les environs de Tolosa. Avec là aussi un petit excursus documentaire par Jean-Louis Bruno, qui est un grand spécialiste des Gaulois, et qui vous explique un petit peu aussi quelle est la part de l'imaginaire et quelle est la part de la réalité. Et je voudrais terminer justement pour encore une œuvre d'imaginaire. C'est mon petit chef-d'œuvre, c'est mon petit bijou. Jean Guilaine est un ancien professeur au Collège de France, membre de l'Institut, et il a voulu imaginer ce qui lui arriverait s'il mourait et allait au paradis. Et donc là, il va au paradis et il rencontre un néolithique qui lui dit mon petit bonhomme, tu t'es un peu planté dans ta vie. Et donc, il va l'emmener, va faire un petit parcours en Méditerranée pour lui montrer ce qu'il a loupé quand il était vivant. C'est toute une problématique sur l'archéologie, parce que l'archéologie, c'est les objets. Souvent, on n'a pas d'écrit. Et donc, c'est compliqué pour l'archéologue, justement, de faire la part entre ce qu'il sait, ce que les objets lui donnent comme information, et ce qu'il aimerait pouvoir retirer d'informations des objets. Et souvent, on est tenté de surinterpréter les objets, de surinterpréter ce qu'on trouve, parce qu'on est tellement frustré. L'archéologie, c'est l'apprentissage de la frustration. Justement, on va pouvoir ici s'amuser, parce que Jean Guilaine écrit très bien, il y a beaucoup d'humour, et ceux qui ont l'occasion de le voir en dédicace ont pu s'en apercevoir. C'est un professeur à l'accent rocailleux, qui est monté à Paris et qui a fait beaucoup pour l'acceptation des accents régionaux dans la capitale. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on a produit et j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, Romain, c'est parfait. On viendra certainement vers vous tout à l'heure pour une question. La parole est donc à Alain Mandel pour les éditions Sequoia. Et la quantité d'ouvrages publiés, bravo, félicitations, ça fait plaisir de voir qu'en région, il y a quand même de bons éditeurs. Sequoia, ça fait maintenant 22 ans, mon Dieu. Créé en l'an 2000, j'ai pris ma retraite à ce moment-là et je ne savais pas très bien quoi faire. Et puis, lors d'une rencontre avec un historien, on s'est dit, tiens, on va faire un bouquin comme ça sur Besançon. Ça a commencé par cette première aventure. Ça a bien marché. Je me suis dit, tiens, l'édition, c'est pas mal. On va continuer. Ça a bien marché le deuxième coup. On va continuer. Puis le troisième coup, ça n'a pas marché du tout. Donc, l'édition, ce n'est pas du tout une science exacte. On peut se tromper. On peut avoir envie de faire un livre qui ne va pas marcher et ne pas avoir envie de faire un livre qui, lui, va marcher. Ça nous est arrivé. Un grand parcours à la recherche d'une identité éditoriale, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire quand on commence. Et puis, au fur et à mesure, je crois qu'il faut se laisser aller à ses propres envies et à ses propres sentiments. C'est pour ça que Sequoia, ce n'est pas vraiment une structure éditoriale bien assise, c'est plutôt une diversité, mais qui sont dictées par des envies, des coups de cœur et des rencontres. Alors, on va passer au livre peut-être. Alors, pourquoi Sequoia? On me demande pourquoi Sequoia, c'est vrai. Lorsque je travaillais aux États-Unis, je me suis baladé dans Yosemite Park et je me suis allongé par terre pour voir un peu les arbres. Et je me suis rendu compte que pour prendre de la hauteur, il fallait s'entretenir avec des séquoias. Et le séquoia, c'est un arbre qui vous emmène très, très haut, ce que j'essaye de faire aussi quelquefois avec nos livres. On parle de livres, si vous voulez bien. Alors, on va commencer par les enfants.
je me suis rendu compte que les enfants s'intéressaient à l'art parfois beaucoup plus que les parents. Et on est parti sur une collection dont le principe est il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à l'art. Et plus on prend les enfants jeunes, plus on les ouvre à cette découverte merveilleuse qu'est le monde de l'art. Je précise que j'avais une petite formation d'histoire de l'art quand j'ai fait les arts décoratifs il y a, je ne dis pas le nombre des années passées. Un exemplaire de cette collection qui s'appelle Les couleurs des peintres, et c'est la découverte de M. Matisse. Là, on travaille avec un dessinateur, une dessinatrice, pardon, une illustratrice et une auteure qui sont dans la région, qui sont à Belfort et qui sont talentueuses toutes les deux et qui travaillent déjà dans le monde de l'art et de l'enfance. C'est une histoire, il faut toujours raconter des histoires aux enfants, c'est ce qui les intéresse. C'est une histoire qui commence par M. Matisse, qui est très malade. Ce qui est vrai, parce que ces livres-là, il ne faut pas inventer non plus, il faut partir de faits réels. M. Matisse est malade, il est triste, il n'est pas content. Et un jour, il y a un petit chat qui va l'emmener à la redécouverte, je vais un peu vite, à la redécouverte des couleurs et qui va le rendre heureux. Voilà, il fait découvrir toutes les couleurs pour aboutir au renouveau de la peinture de M. Matisse, qui sont les découpages, comme vous savez, avec cette très très belle fin et, je dirais, conclusion. Les couleurs apportent joie et bonheur dans le cœur des petits et des grands. Donc ça, c'est une collection qui aujourd'hui a 3 titres. On va en sortir 2 nouveaux, un sur... je vais y arriver. La dame qui fait les... Bon, je vous le dirai plus tard. Et puis un autre peintre, dont je vous dirai le nom plus tard aussi. Ensuite, nous allons vers des plus grands enfants, où là, c'est très difficile à aborder le domaine de l'art avec des pré-ados. Parce que les pré-ados, ils commencent à rentrer déjà dans le monde des mangas, dans le monde des romans, des romans jeunesse, des romans illustrés. Mais malgré ça, on se rend compte qu'avec cette collection qui s'appelle Le petit bestiaire de l'art, dont le principe est le suivant. On part d'une peinture, une toile. Dans cette toile, il y a un animal. Et cet animal, il va entrer en dialogue avec l'enfant. Et puis, ça nous donne, avec des très beaux dessins de Zahut, alors les gens qui s'intéressent à la littérature jeunesse connaissent bien Zahut, surtout dans le monde animalier. Il a fait beaucoup de bouquins avec des animaux. Et des textes différents. Là, c'est des Naoka, mais j'ai différents auteurs qui interviennent pour cela. Et avec, ce qui est très important, des reproductions d'art. On parle du livre, on parle de l'auteur, on parle de l'animal, et on parle surtout du peintre, avec, en l'occurrence de la peintre. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs féminin, on ne dit pas une peintresse, mais du peintre ou de la peintre, avec de belles reproductions. Découverte de l'art, donc, pour les enfants. Ensuite, je reste dans la jeunesse, et on a une collection qui a eu beaucoup de succès cette année, et pour cause, puisque c'est le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Alors là, Louis Pasteur, on a eu beaucoup de chance pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a été labellisé par le comité du bicentenaire de l'Institut Pasteur et de toutes les sommités qui ont analysé, lu et vérifié notre ouvrage pour le labelliser. Il faut dire aussi qu'on a eu comme auteur de texte Éric Orsena, qui a bien voulu que l'on récupère un certain nombre de textes de son livre La vie, la mort, qu'il a édité le premier, c'était chez Fayard. Et donc, de très, très belles illustrations, de très beaux textes, et ensuite une véritable BD qui raconte la vie de Pasteur et ses différentes expériences, l'acharnement, ses études avec
Pour ceux qui aiment les vignes, regardez la qualité du dessin de la vigne qui est magnifique en bas. On le voit, voilà. Très beau dessin, très beau texte. Ensuite, une autre passion. On est dans le pays horloger, donc on a sorti cette année. Je ne vais pas vous montrer tous les livres qu'on a sortis parce qu'aujourd'hui, nous avons 80 titres au catalogue. Nous avons sorti en 2022, pour rattraper un peu l'année Covid, 16 titres, ce qui est impressionnant et beaucoup de travail, et dans différents domaines. Et un très beau succès qui est celui du dictionnaire passionné de l'horlogerie, avec Jean-Marc Loiseau. Donc un dictionnaire par lettre, avec chaque fois un article qui va parler de telle ou telle marque, de telle ou telle expérience. Et ça va depuis des trucs très amusants, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais, alors, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ça n'intéresse pas que la région byzantine ou le Doubs, qui est le berceau de l'horlogerie, mais un peu toute la France. Et nous avons un succès intéressant en France entière, parce qu'on se rend compte que les montres et l'horlogerie, c'est une passion française et pas uniquement une passion du Doubs. Alors, là, c'était le phénomène un peu de cette année, parce qu'on a sorti un bouquin, j'en parlerai pas trop, parce que ça a été un succès énorme au dernier Salon du Livre. C'est un livre qui a été fait en collaboration avec l'association Besançon J'aime ma ville, et avec lesquels on a fait ce livre de photos, avec des textes intéressants de deux personnes, d'Arnaud Friedman, que beaucoup connaissent, de Pascal Brunet pour la partie historique, et de Aldebert pour la préface, avec une préface très sympathique. Vous savez la passion qu'a Aldebert pour sa ville de Besançon, et il en parle avec beaucoup d'humour et beaucoup de poésie. Alors, 400 clichés, 142 photographies. Ça a été, on s'en vante pas trop, mais ça a été le succès du Salon du Livre cette année. Je continue avec une réédition très intéressante d'un bouquin qui a été aussi un grand succès. Et là aussi, curieusement, Pierre Bichet, qui est un dessinateur et un artiste connu en Franche-Comté, mais pas du tout, on va dire, à l'extérieur de la région, et qui, chaque fois que je présente ce livre dans un salon, que ce soit à Paris, à Colmar, dans d'autres villes, les gens le feuillettent, sont attirés par la qualité du dessin. Je vais en sortir quelques-uns. La qualité du dessin et des lithographies de Bichet, avec en plus une explication sur ce qu'est la lithographie. Il faut savoir que la lithographie aujourd'hui est une technique de reproduction d'art qui n'existe pratiquement plus. Il y a très peu de lithographes, et donc c'est intéressant de savoir comment se pratiquait cet art et ce système de reproduction. Merci Alain. J'arrête. Il faut que je te coupe. Coupe-moi. Nous avons dépassé les 11 minutes. J'ai fini. Merci beaucoup. Et donc, certainement qu'on reviendra te voir aussi tout à l'heure. Merci à vous. Je coupe. Merci. Donc, je laisse la parole maintenant à Christophe Girard pour les éditions PVH Éditions. C'est parti. Tout d'abord, merci Alain. Merci pour l'invitation. Puis ravi de rencontrer tous nos collègues et amateurs de littérature du coin. Alors, PVH Éditions, nous, c'est une maison d'édition qu'on a lancée avec Lionel, ici présent il y a une dizaine d'années déjà. Donc, on s'était lancé assez jeune. Et en fait, une maison d'édition qui a un pied en Suisse, vu que Lionel est sur Neuchâtel, et un pied en France, moi à l'époque à Besançon, et maintenant en Haute-Saône. Donc, nous, notre créneau, c'est la SFFF, donc la science-fiction, la fantasy et le fantastique.
Et en fait, ce qui nous a amené à nous lancer, alors qu'on avait à peine la trentaine, c'est qu'à l'époque, on avait travaillé avec Lionel dans une association, un studio de création associatif en fait suisse, qui était plus spécialisé dans le jeu de rôle. Et à l'époque, moi, j'avais un manuscrit qui avait été accepté par un grand éditeur qui était rediffusé chez France Loisirs. Et j'ai eu la joie de le voir déposer le bilan 2 semaines avant la sortie, en gardant évidemment mon chèque d'achat d'exemplaires d'auteur, etc. Donc, je voulais relancer mon livre, mais comme c'était pour le coup du médiéval fantastique, très inspiré des codes du conte et du style écrit du théâtre, les éditeurs, eux, ils voulaient du Game of Thrones, du 18 volumes, etc. Et moi, je voulais faire à mon idée. On avait donc profité des plateformes de crowdfunding pour pouvoir financer un projet qui sortait un petit peu des sentiers battus. Et c'est à l'époque que Lionel m'avait contacté pour dire eh ben, tiens, moi, suite à notre expérience chez Forge Songe, j'ai envie de vraiment me lancer. Est-ce que t'en es? Donc, j'ai d'abord rejoint comme premier auteur avec la légende du bretteur qui se battait pour un petit poids, que je laisse Lionel montrer à la caméra, vu que je viens juste de rentrer chez moi et je n'ai pas eu le temps de préparer le stock de démos pour la réunion. Voilà, vous pouvez le voir sur la webcam de Lionel. Et donc, on a enchaîné par la suite avec toujours dans le même thème les Courtois Compagnons des Ombres. Donc, roman format novella avec les grandes illustrations, pleine page de début de chapitre qui rendaient un peu hommage au livre de contes qui m'avait fait grandir et qui m'avait amené plus tard sur le fantastique. On avait ensuite on avait continué un petit peu d'explorer le conte avec les Contes des Gardiens des Hauteurs, qui étaient 2 recueils de contes où à chaque fois j'en prenais 4 existants que je réécrivais à ma sauce et j'en écrivais 2 originaux dans le style des anciens, sur lesquels j'ai grandi. Christophe, si Oui. on veut voir les illustrations que nous propose Lionel, il faut qu'il prenne la parole. Un petit coup, 10 secondes, pour activer la caméra. Voilà. Voilà, Oui. super, merci. Je te laisse vous montrer les 2 premiers, peut-être, Lionel, vite fait. Oui, voilà, ils sont superbes. Voilà. Et donc, par la suite, Merci. comme je vous disais, j'étais premier auteur et on a édité Pascal Lovy, qui est sur Delémont, qui était notre premier auteur suisse, connaissance de Lionel, pour L'Héritage des Sombres et les Chroniques le Sanctuaire de Renégats. Donc, un gros diptyque de fantaisie, comme vous pouvez le voir. Ça donne, pour l'expression le poids des mondes, on est sur quelque chose de bien consistant. Et du coup, là, sur La spécificité donc de ce roman, il a eu passablement de succès. Et puis ceci, c'est la 2e édition, c'est celle qui est actuellement dans les librairies. Et puis juste, c'est qu'on a lancé cette collection, une collection qui s'appelle Collection Ludomir. Et puis, on a inventé ce design assez caractéristique qui sort des codes de la fantasy et de la science-fiction, qui souvent ont des couvertures très colorées. Nous, on a fait le choix d'une certaine simplicité, donc avec un papier de couleur ou un papier spécial, imprimé en monochrome. Voilà. Et puis, je laisse Christophe continuer. Du coup, suite à la sortie de ces premiers ouvrages, on a réussi à atteindre notre premier Graal, qui était d'obtenir une diffusion d'abord en Suisse, donc qui était, si je ne me trompe pas, Lionel, en 2016, je crois. Oui, 2016. Et là, donc depuis quelques semaines, on est sur un début d'année qu'on estime assez glorieux, vu que via Pollen et 7 Sétif, on est enfin diffusé en France et en Belgique depuis novembre 2022. Donc là, on est sur un catalogue qui est en sortie partielle en magasin, mais on arrive sur bientôt une trentaine de références, dont une quinzaine pour cette collection Ludomir. Donc, comme je disais, on a du gros diptyque fantasy avec Pascal Lovy, L'Héritage des Sombres. On a édité une quadrilogie de science-fiction avec One Minute de Thierry Crouzet, qui est en fait, alors là, c'est un pitch de science-fiction qui nous a juste vraiment fait vibrer, étant donné que sur les 4 tomes, à chaque fois, chaque chapitre parle de la même minute vécue par des personnes différentes. Bon, alors, sans trop spoiler, tout au début de l'histoire, il y a un premier contact entre l'humanité et une race extraterrestre. Et à chaque fois, en fait, cette même minute va être vécue par d'autres personnes. Et à force de voir cette même période temporelle d'autres points de vue, il y a une plus grosse histoire qui se dessine avec, du coup, toutes les instructions de montage de l'intrigue fournies dans le dernier tome qui répond à toutes les questions. Et nous, c'est quelque chose qui a été fait avec talent par Thierry, qui nous a vraiment bluffé.
Donc, ça a été un de nos gros succès sur la sortie. Alors, c'était 2021 ou 2022, j'ai un tout petit doute avec les On retards l'a sorti en 2022. Voilà. Voilà. Et sinon, Derrière, aussi, Jean, un tu as pris auteur le temps entre belge. les mains, je te laisse le présenter. Voilà. Donc, un auteur belge, c'est un de nos auteurs les plus prolifiques et surtout qui a le plus de succès. Donc, Plume, un précurseur en fait du logiciel libre, qui a travaillé notamment sur Linux. Il nous a sorti un roman et puis un recueil de nouvelles qui interroge souvent sur les dangers en fait de la surveillance sur Internet, mais également les évolutions technologiques. Voilà. Et puis, dans les nouveautés, un petit peu, donc on a des auteurs suisses, on a des auteurs français. On a reçu d'ailleurs des manuscrits dernièrement d'auteurs de Haute-Saône, un de Haute-Saône et un du Doubs, je crois. Enfin, bref, on est vraiment. Donc, il y a cet aspect franco-suisse avec aussi des auteurs suisses, mais on, on a un auteur belge, etc. Voilà, je ne vais pas vous présenter toute la collection. Elle comme il l'a dit Christophe, elle vient d'arriver en librairie en France et en Belgique. Et puis, on prépare les sorties. Voilà, ça a l'air d'avoir beaucoup de succès. Alors, on est heureux. Je voulais juste terminer par aussi d'autres expérimentations qu'on fait, notamment dans le Contes et légendes. Ici, on a Contes et légendes des Locs, Côte des Terres et Locs d'Écosse, qui sont des auteurs entre la Haute-Saône, enfin, Côté l'autrice de est en Montbéliard et un petit peu du côté voilà, des Auxons. avec aussi toujours dans le même esprit que celui de Christophe, enfin le bretteur, avec des illustrations à l'intérieur. Et je vais laisser la parole pour finir à Christophe par rapport à un projet qui nous tient spécialement à cœur, qui est en fait ce Alors, qui, avant que tu sur t'annonces, lequel. j'ai juste parlé d'un autre chose. On fait aussi des projets en coédition. Donc là, typiquement, avec les 12 singes qui sont éditeurs de jeux de rôle, j'ai écrit un univers de fiction qui se passe dans les années 20 dans le sud des États-Unis, donc Mississippi et Louisiane, et qui reprend évidemment tout le contexte historique entre la prohibition, la ségrégation, etc. Avec aussi à l'époque les mythes fondateurs du blues, donc la légende de musiciens qui avaient vendu leur âme au diable à un carrefour pour apprendre la musique, et aussi le folklore vaudou Voilà, avec on va dire, tous donc, les rituels et la philosophie ramenés par les anciens esclaves de Haïti en Louisiane, qui est encore très présent. Donc ça, c'est une encyclopédie historique et fantastique, qui est un voilà. mélange d'histoire, de folklore existant et de mythologie propre à ce que j'ai écrit, qui est sorti en 2020 et qui va être là accompagné du coup d'un jeu de rôle et de plusieurs produits dérivés qui devraient sortir cette année. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer le type de produit sur lequel on travaille depuis quelques mois. Alors, j'espère qu'en vous le montrant sur téléphone à la caméra, ça va aller. Et on travaille sur ce qu'on appelle des romans augmentés. Donc là, actuellement, ce qui se passe à l'écran, c'est une adaptation du premier roman que j'ai écrit, qu'on a édité avec Lionel, La légende du brouteur qui se battait pour un petit pois. Et en fait, en conservant 100% du texte d'origine, on a ajouté derrière donc un découpage réplique par réplique, les décors plus les personnages représentés en 3D avec, comme vous le voyez là, des animations et des changements d'expression, de la musique. Et là, on est en train de voir avec des doubleurs, des comédiens de doublage locaux pour pouvoir tout adapter, tout sonoriser. Avec non seulement la narration, mais aussi du vrai voice acting pour pouvoir amener de la couleur dans les voix des personnages. Donc ça, c'est quelque chose qui permettra de vivre une nouvelle expérience de lecture sur ordinateur et sur téléphone, qui sera téléchargeable depuis n'importe quel store, Google, Android, et qui nous... Alors, je vous montre juste un deuxième passage, et qui nous, on l'espère, permettra d'amener des gens à la lecture qui soit ne sont pas lecteurs, soit ne se pensent pas lecteurs.
Parce qu'en fait, des fois, des gens peuvent lire beaucoup, genre par un jeu vidéo en lisant réplique par réplique, mais vont être découragés par une page de texte un peu en brut. Et on a vu via les démonstrations de ces derniers mois que, avec le côté graphique plus le côté séparé phrase par phrase, on amenait vraiment des personnes qui restaient à lire le livre pendant plus d'une heure avec un casque et un écran. Et aussi parce que j'ai travaillé en support pour des clients polyhandicapés quand j'étais chez Audible, fournisseur de livres audio, à pouvoir permettre à des gens avec des problèmes d'accessibilité de lire nos ouvrages, et ceux aussi, quelle que soit leur région, avec le dématérialisé. Voilà, Voilà c'est pour nous. aussi l'occasion d'avoir un nouveau canal de vente et de diffusion. Ouais. Merci beaucoup, Lionel Christophe. On est tout à fait dans les temps. Donc, il nous reste un petit 10 minutes, un quart d'heure pour ceux qui le souhaitent, s'il y a des interventions. Vous pouvez prendre ou la parole ou envoyer un petit mot via le chat. Moi, pour lancer un petit peu la discussion, je voulais revenir auprès de Romain, parce qu'il me semble que vous avez une activité de diffusion aussi, de quelques éditeurs qui sont un petit peu Oui, tout à dans fait. votre domaine éditorial, si vous pouvez en parler. Oui, tout à fait. Oui. On diffuse d'autres éditeurs, notamment celui-ci, Ocopix. C'est un inventaire de toutes les manières de dire bonjour dans le monde et dans l'histoire. Donc, c'est César et Cléopâtre qui promènent les enfants, et donc on peut justement aller au Groenland avec le fameux baiser papillon, dans l'Antiquité, en Égypte. Voilà, c'est très sympathique. Et on peut le prolonger par un jeu de cartes aussi qui se vend avec. Voilà. Sinon, les autres maisons d'édition, on a Fedora, avec qui on travaille, et Jean-Marie Desbois. Jean-Marie Desbois, c'est plus des romans traditionnels, entre guillemets, c'est-à-dire que tous les sujets sont abordés, le passé, le présent, le futur. Voilà. Donc, ça, ce sont... Et puis aussi, on a aussi avec d'autres éditeurs, comme des éditeurs, on va dire, comme Fedora dont je parlais, c'est-à-dire qu'en fait, on ne les diffuse pas dans le réseau des libraires, mais on les vend dans les salons. Contrairement à Ocopix qu'on diffuse sur tout le circuit, Fedora, c'est plutôt les salons, parce que ce sont des ouvrages plus pointus et il faut vraiment être en contact, on va dire, avec les lecteurs pour bien les présenter. D'accord, merci. Donc, une petite question aussi pour Alain. Tout à l'heure, parce que tu n'avais pas fini ta présentation, je crois que tu voulais encore nous parler d'un. Non, je voulais simplement rajouter les prochains titres qui vont sortir cette année sur la collection pour les petits. Alors, les pods, c'est Marc Chagall et Niki Tsafal, parce qu'on essaye d'équilibrer homme-femme. Et donc, Niki Tsafal, que ceux qui connaissent Niki Tsafal apprécieront les couleurs, comme chez Chagall d'ailleurs, où on apprécie la poésie et le rêve. Voilà ce que je voulais rajouter. Tu voulais me demander autre chose? Non, mais c'est très bien. Non, c'est parce que tout à Voilà, l'heure, effectivement, je voulais juste rajouter ça. Bon, eh ben, très bien. Merci. Et puis Lionel et Christophe, j'ai envie de vous dire la même chose. Est-ce que vous avez une actualité pressante, une parution bientôt? Alors, des parutions, alors ça, on en a toujours 4 par an en moyenne. Lionel, je laisse préciser pour la prochaine. Alors oui, donc en fait, comme on a la diffusion en France depuis novembre, et puis que tous les livres sont déjà sortis en Suisse, donc en fait, ce semestre va être un semestre avec 100 sorties, comme ça, enfin, il y aura les sorties qui sortiront en librairie en France et en Belgique, mais le gros des sorties auront lieu cet automne, donc avec normalement 4 nouveaux romans dans le domaine, dans la collection Ludomir. Et puis, il y a d'autres projets aussi qui sont un peu dans les cartons, mais un peu tôt pour en parler. Et l'actualité vraiment un peu chaude pour nous, c'est notamment, on vient d'annoncer que cette collection Ludomir
va passer sous une licence libre. Donc ça, c'est vraiment un peu l'actualité. Pour nous, une transition aussi dans le fonctionnement et la logique d'un éditeur. Donc jusqu'à présent, on éditait nos livres avec des contrats sous copyright, c'est-à-dire qu'on obtenait des auteurs, en fait, tous les droits sur la reproduction et sur les droits secondaires, mais on aimerait à l'avenir, donc c'est en cours, en fait, de l'ouvrir et puis d'éditer toute cette collection sous une licence libre, donc Creative Commons, obligation, by SA, c'est-à-dire l'obligation de les gens qui reprennent le texte peuvent reprendre librement, peuvent le commercialiser même, sans nous, mais ils doivent nous citer, et s'ils adaptent le texte ou le livre, ils doivent le partager dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous la licence CC BY SA. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'actualité. On va lancer aussi un concours de création littéraire en fin de semaine. Donc, ça va être publié cette semaine. Et puis, dans le cadre en fait, de cette transition vers une licence libre, on va organiser véritablement, on va expliquer notre démarche, etc. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez important parce que ça a des répercussions sur la manière de fonctionner, sur le financement aussi des livres et également sur la possibilité, enfin, sur les contrats des auteurs, enfin bref, il y a tout un. Mais d'ici là, en fait, vraiment, ces 6 prochains mois, pour nous, c'est vraiment une période de transition et puis revenir cet automne avec toute une série de nouveautés. De Merci transition, mais aussi d'innovation et de salon, vu que là, on va attaquer la saison des salons avec Trolls et légendes en Belgique au mois d'avril, les Imaginales au mois de mai, et pas mal d'autres. Et aussi, dans les actus, on espère pour cet été la sortie du premier roman augmenté, du coup, pour qu'on aille un peu tâter les terres culturelles numériques et voir comment on s'y fait actuellement. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation en duo. C'était une première, maison d'édition en duo. A priori, on n'a pas de réaction aujourd'hui, pas de questions particulières. Donc, nous allons clôturer tout doucement. Juste vous signaler que les prochains Expresso, donc toujours des lundis, 9h30, 10h15, auront lieu le 27 février, le 3 avril, le 15 mai et le 19 juin. Donc, il reste encore quelques places pour les éditeurs qui voudraient s'inscrire, qui nous écoutent. Voilà, il suffit de me contacter. Remercie encore tout le monde, évidemment les 4 éditeurs, les 3 maisons d'édition, mais les 4 éditeurs qui étaient présents ce matin. Remercier les gens qui nous ont rejoints à 9h30. Et puis en espérant vous revoir tous donc le 27 février. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation et plaisir de vous avoir rencontré. Merci. Merci aussi. Bonne journée sous la grisaille. Merci. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.